Monsieur le Premier ministre du Luxembourg, Madame la Présidente du Conseil d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de la députation genevoise aux chambres fédérales, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Monsieur le conseiller administratif de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations diplomatiques, Madame la directrice du Centre d'études juridiques européennes, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions. C'est un immense plaisir pour moi et un grand honneur pour l'Université de Genève de pouvoir accueillir aujourd'hui dans nos locaux pour une conférence sur l'avenir de l'Europe, M. Luc Frieden, Premier ministre du Luxembourg. Il partagera avec nous son analyse et sa vision de l'avenir de l'Europe dans un contexte mondial marqué par de profondes incertitudes. L'actualité récente nous rappelle combien la sécurité, la stabilité et la solidarité européenne sont mises à l'épreuve. À l'heure où les dirigeants européens cherchent une réponse commune à la guerre en Ukraine, qui dure depuis maintenant 3 ans, à l'heure où les discussions transatlantiques s'intensifient face aux nouvelles orientations politiques aux États-Unis, nous assistons à un moment charnière pour l'avenir du continent. Les débats sur le rôle de l'Europe dans la gestion de crises internationales et les choix stratégiques concernant les relations avec les puissances mondiales sont plus que jamais cruciaux, non seulement pour les pays membres de l'Union européenne, mais aussi pour tous ceux qui, à l'image de la Suisse, partagent un destin géographique, économique, scientifique et sécuritaire commun avec l'Europe. L'Université de Genève se doit d'être un lieu de débat et de réflexion sur ces enjeux contemporains. En tant qu'institution académique, notre devoir, notre responsabilité est de contribuer par nos différentes missions que sont la recherche, l'enseignement, le service à la cité, à une meilleure compréhension de ces enjeux et à la formation de citoyennes et de citoyens éclairés et responsables. Cette conférence s'inscrit pleinement dans cette démarche en offrant une plateforme d'échange sur l'avenir de l'Europe. Et en tant que rectrice, je m'en réjouis pleinement. L'expertise et l'expérience de M. Luc Frieden nous seront précieuses pour nourrir notre réflexion sur ces défis complexes. Votre présence ici, Monsieur le Premier ministre, témoigne de l'importance que vous accordez au dialogue avec le monde académique et avec la société civile. Nous sommes impatients d'entendre vos commentaires éclairés sur l'Europe d'aujourd'hui dans les défis qu'elle rencontre. Je vous souhaite à toutes et à tous une conférence inspirante et des échanges fructueux. Et je laisse maintenant la parole à Madame Nathalie Fontanet, qui est la présidente du Conseil d'État, et que je remercie chaleureusement pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Les salutations protocolaires ayant d'ores et déjà été prononcées, vous me permettrez, mesdames et messieurs, de vous saluer de manière succincte en vos titres et fonctions. Chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, chers invités, je suis très heureuse d'être présente parmi vous ici ce soir et de vous transmettre les salutations chaleureuses du Conseil d'État. Je souhaite tout d'abord vous remercier, Monsieur le Premier ministre, de votre présence à Genève, et vous, Madame la professeure Christine Cadouce, ainsi que vos équipes, pour l'organisation de cette conférence. Il y a 2 jours, nous avons entendu le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Monsieur Alain Berset, nous parler de la mission clé de son Conseil pour l'Europe et pour le monde. Nous avons alors évoqué la nécessité d'être toutes et tous de vrais ambassadeurs, des ambassadeurs vocaux des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit. Ce soir, nous nous réjouissons de vous entendre, Monsieur le Premier ministre, car sur ce thème important de l'avenir de l'Europe en des temps agités. Bien sûr,
Certains camps affirmeront avec aplomb que la Suisse n'est pas l'Europe et qu'elle doit aller son propre chemin. Mais la Suisse n'est pas une île. Elle est au cœur du continent européen. Et nous vivons dans un monde globalisé, interdépendant, interconnecté. Lutte contre la criminalité, migration, commerce, approvisionnement énergétique, recherche scientifique, défis numériques, tous les enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés ne connaissent aucune frontière. Pour les relever, le seul chemin possible est la coopération. Notre prospérité se nourrit des échanges avec l'autre. C'est sur ces fondements que l'Europe s'est construite. C'est sur ces fondements que la Confédération helvétique s'est construite. C'est sur ces fondements que se construisent aussi les relations entre la Suisse et l'Europe. Et c'est pour cette raison que le Conseil d'État genevois s'engage avec détermination aux côtés des autorités fédérales pour consolider les relations avec l'Union européenne. Nous sommes convaincus que la vitalité de notre canton, mais aussi de notre pays, est indissociable de relations harmonieuses et stables avec nos voisins. Mais il est vrai, les temps sont agités. Dans le monde entier, en Europe, en Suisse, l'ordre international des dernières décennies est remis en question. Le multilatéralisme est sous pression. Pour le Conseil d'État genevois, c'est un enjeu majeur, lui qui s'engage à préserver la vocation essentielle de Genève en tant que centre de dialogue et de coopération mondiale. Je ne veux aucunement préjuger des propos que vous tiendrez, Monsieur le Premier ministre, mais comme je l'ai déjà dit en marge de la conférence de Monsieur Alain Berset, face aux conflits violents, face à la polarisation, face aux divisions que certains nourrissent à dessein, il nous faut brandir les armes que sont les valeurs de paix, d'humanité et d'égalité, et brandir le droit également. Et je pense que l'Europe, la Suisse, Genève ont un rôle important, voire même primordial, à jouer en ce sens. Pour préparer cette courte allocution, je me suis replongée brièvement dans un ouvrage de l'historien Alessandro Giacone et de l'ancien porte-parole de la Commission européenne, Bino Olivi. L'ouvrage s'intitule « L'Europe difficile, la construction européenne ». Le titre peut faire sourire. Après l'Orient compliqué, voici l'Europe difficile. Mais d'emblée, l'ouvrage qui retrace la construction européenne du début de la guerre froide à l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie rappelle cet état de fait. Les 5 décennies d'intégration européenne ont été indiscutablement la période la plus pacifique et la plus propice au développement que l'Europe moderne ait jamais connu. Mais il souligne aussi que l'Union européenne doit aujourd'hui affirmer son identité et son action dans un monde globalisé, certes en tant que grand marché, mais surtout comme l'un des protagonistes du XXIe siècle. J'imagine, Monsieur le Premier ministre, que vous nous donnerez ce soir quelques pistes d'action pour une Europe qui ne soit pas simple observatrice d'un jeu entre les États-Unis, la Chine et la Russie, mais qui soit un vrai protagoniste, un vrai acteur du monde dans les années à venir. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Madame la Présidente du Conseil d'État. Mesdames et Messieurs, les salutations protocolaires ayant déjà été prononcées, permettez-moi de manière succincte de vous saluer en vos titres et fonctions. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, c'est un plaisir, un privilège et un honneur de vous accueillir ce soir à l'Université de Genève pour cette conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est un moment crucial puisque nous connaissons les défis auxquels notre continent doit faire face, en termes de sécurité, en termes de démocratie, en termes de prospérité sur le continent. La guerre en Ukraine, qui entre dans sa 3e année, la montée de l'extrême droite dans plusieurs États, la croissance économique
morose, les pressions croissantes sur la démocratie et les menaces sur le multilatéralisme auxquelles on vient de faire référence. Face à ces défis, l'Europe doit-elle se réinventer? Et c'est nos propos pour ce soir. Si oui, comment le faire? C'est tout l'objet de nos discussions et du dialogue que nous aurons tous ensemble durant cette conférence et durant le dialogue. Qui de mieux que notre conférencier de ce soir pour en parler? Après des études primaires et secondaires au Luxembourg, Luc Frieden obtient une maîtrise en droit des affaires à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il poursuit l'année d'après des études post-universitaires à l'université de Cambridge, au Queen's College, et en sort avec un master en droit comparé. En 1988, il obtient également un diplôme de Master of Law de la Harvard Law School. Nous sommes plusieurs dans cette salle à avoir des points communs avec Monsieur le Premier ministre. À la suite des élections en 2023, Luc Frieden est nommé Premier ministre par Son Altesse Royale le Grand-Duc en novembre 2023. Il dirige un gouvernement de coalition entre son parti, les chrétiens démocrates, et les libéraux. Luc Frieden a été membre du gouvernement luxembourgeois de 1988 à 2013 dans différents gouvernements présidés par le Premier ministre Jean-Claude Juncker. Il y a occupé les fonctions de ministre de la Justice, de ministre de la Défense, de ministre du Trésor et du Budget et de ministre des Finances. Quel palmarès pour une longue durée au sein du gouvernement. Ce soir, nous avons le privilège de l'entendre en tant que Premier ministre du Luxembourg, en tant que chef de gouvernement d'un État fondateur des communautés européennes et aussi en tant que membre influent du Conseil européen. Monsieur le Premier ministre, cher Luc, the floor is yours. Madame la Présidente du Conseil d'État, Madame la Rectrice, Madame la Professeure, Altesse Royale, Excellences, Mesdames, Messieurs, quand j'ai donné le titre de mon exposé de ce soir à l'université, Donald Trump n'avait pas encore été élu président des États-Unis d'Amérique. Mais le monde était déjà très agité. Et donc, je me suis dit, il faut bien parler de ce monde qui est un peu, en ébullition. Et donc ce soir, je voulais partager quelques propos avec vous pour voir dans quelle direction l'Europe peut aller, doit aller. Évidemment, je me réjouis de l'échange qui suivra ces quelques remarques. Je suis heureux de le faire dans une université. Je suis heureux de le faire à Genève, capitale du multilatéralisme européen et mondial, dans une université qui, comme l'a dit la rectrice, encourage évidemment le débat. C'est le lieu où il faut débattre. Et je crois en ces temps-ci, et quand j'écoute certains propos de mes collègues chefs d'État et du gouvernement, je crois qu'il faut un débat intellectuel et ne pas simplement accepter ce que les uns et les autres disent ou écrivent sur les réseaux sociaux. Il faut creuser les sujets, il faut discuter. C'est pour ça que l'université a aujourd'hui un rôle encore plus important à jouer en dehors de ses murs et vers l'extérieur en ces temps qui sont extrêmement instables et délicats. Quand moi je suis sorti de l'université, j'ai commencé à travailler dans les pays de l'Union européenne. Pour nous et pour nous luxembourgeois au cœur de l'Europe, l'Union européenne, c'est le symbole de la paix, de la démocratie, de la prospérité. Quelle histoire magnifique, moi qui suis né 2 décennies après la Deuxième Guerre mondiale, dans un environnement de paix, et cette paix était assurée par le fait qu'il y ait
pour nous, l'Union européenne, d'abord la communauté économique du charbon et de l'acier, qui a assuré que nos deux grands voisins, dans le cas de Luxembourg, c'est l'Allemagne et la France, ne soient plus en guerre ensemble, mais qui mettent ensemble leur acier, leur charbon, avec un but politique d'être autour d'une table et d'utiliser ce charbon et de l'acier non pas pour construire des armes, mais pour développer l'économie et donc, à travers le progrès économique, créer la prospérité sociale et l'avancement intellectuel et social des gens. Ça, c'était le monde dans lequel je vivais. Évidemment, il y avait à côté, pour nous tous, il y avait derrière un mur, derrière un rideau de fer, les pays communistes. Joug communiste, une conséquence aussi de la Deuxième Guerre mondiale et du partage qui a été fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et là aussi, on se sentait un peu de notre côté en sécurité, puisque mon pays a été non seulement membre fondateur de la CECA et puis de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN. L'OTAN, ce grand bloc de défense entre Européens, au moins certains Européens, et les États-Unis et le Canada, qui nous assurait que les communistes allaient rester derrière le rideau de fer et que nous pouvions vivre en paix. Et si jamais quelqu'un était attaqué, le fameux article 5 du traité de Washington, si quelqu'un était attaqué, les autres viendraient à notre rescousse, même au petit Luxembourg, dont la force armée n'est pas extrêmement impressionnante. Mais nous sommes un membre de ce grand club et nous savions que cette alliance avec les autres allait aider aussi notre pays, notre armée. Et aujourd'hui, ces principes, paix, démocratie, prospérité, sont remis en question. La paix, puisqu'il y a une guerre en Europe. Au moment où j'ai été nommé Premier ministre, j'étais extrêmement impressionné que toutes mes premières réunions avaient un sujet principal qui était la guerre en Ukraine. Je me suis dit, dans quel monde est-ce que je vis ? Ce n'était pas une guerre quelque part loin de chez nous, c'est sur le continent européen. Et le président Zelensky venait souvent à nos réunions dans cette tenue de combat, et ça nous rappelait évidemment que ce n'était pas quelque chose de théorique, mais de très concret. La démocratie, elle est remise en question par certaines tendances politiques, et vous venez faire allusion à ces votes de partis d'extrême droite qui, en fait, sont un défi pour nos régimes démocratiques. Les valeurs fondamentales sont remises en question par nos amis, certains européens et parfois américains. Et puis la prospérité, elle n'est pas vraiment remise en question, mais nous constatons qu'en Europe, nous avons perdu en termes de compétitivité par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine dans un contexte politique différent. Et donc, nous sommes un peu à la traîne de tout cela, et tout cela se tient. Si la paix est remise en question, la sécurité, la démocratie, la prospérité, nous sommes devant des défis énormes auxquels il faut trouver des réponses. Alors, quelles peuvent être ces réponses ? Et je commencerai pour des raisons évidentes par la paix et la sécurité, puisqu'il y a la guerre en Europe. Cette guerre est évidemment une violation extrêmement grave, tout d'abord, du droit international et du Rules-Based International Order. Nous avions appris, quand moi j'étais à l'université, comme beaucoup d'entre vous ce soir, que les frontières ne sont pas changées par la force, mais autour d'une table de discussion, si jamais elles doivent être modifiées, qu'il y a des traités internationaux et que les traités sont respectés, pacta sunt servanda. La Russie a violé le droit international en 2014 en envahissant la Crimée, et nous croyons encore, moi je n'étais pas au gouvernement à l'époque, c'était l'époque où j'étais dans le secteur privé, mais en général on pensait que c'est grave, mais bon, peut-être qu'il y a là des raisons historiques, peut-être qui peuvent expliquer cela, même si nous l'avons condamné et que des sanctions ont été prises. Mais puis en 2022, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la répéter ici, la Russie a attaqué l'Ukraine avec le but non pas uniquement d'occuper quelques provinces à l'est de l'Ukraine, mais comme l'a dit le président Poutine à l'époque, pour éliminer de la carte l'Ukraine et donc remettre en cause l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un pays
qui est indépendant depuis 1991. C'est une crise extrêmement grave qui en est découlée et face à laquelle l'Europe et le reste du monde, ou une grande partie du reste du monde, ont agi de façon coordonnée. Et je trouve que c'est extrêmement positif. Nous avons, dès le début, nous Européens, soutenu l'Ukraine, militairement, financièrement, de façon humanitaire, en accueillant beaucoup de réfugiés chez nous, dans les pays de l'Europe. Mais nous avons toujours dit que la paix en Ukraine ne pouvait venir qu'au moment où les Russes se retirent et que l'Ukraine serait en position de force pour entamer des négociations. Nous l'avons dit encore il y a quelques mois à Bruxelles, quand les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont réunis ensemble avec le président Zelensky. Le 20 janvier de cette année-ci, avec l'entrée en fonction du nouveau président américain, tout cela a évidemment changé et changé très rapidement, et trop rapidement aux yeux de beaucoup d'Européens, et je suis parmi ceux-là. Puisque nous avons toujours dit qu'il faut négocier par une position de force et pas en position de faiblesse sur le terrain, puisqu'une négociation, c'est aussi quelque chose qui découle, surtout une négociation à la fin d'une guerre, d'un rapport de force sur le terrain. La réalité est telle que les Américains ont très vite considéré que l'Ukraine était un problème qu'il fallait résoudre, et pour eux, et certainement pour la nouvelle administration américaine, l'Ukraine est loin, et l'Ukraine n'a pas la même dimension stratégique et de sécurité que pour nous, Européens. Pour nous, et je crois que c'est l'une des raisons nombreuses pour lesquelles nous devons soutenir l'Ukraine, c'est que ce qui se passe en Ukraine n'est pas seulement une question ukrainienne, c'est une question européenne, c'est une question d'efficacité et de crédibilité de notre foi dans le droit international et dans cet ordre basé sur le droit international. Si nous acceptons que quelqu'un peut envahir un pays et après il prend une partie et cette partie peut la garder, c'est la fin de la force de la loi, mais c'est la loi du plus fort. Et c'est quelque chose qui est particulièrement grave pour les pays moyens et petits qui doivent leur existence à des traités internationaux, qui doivent leur avenir au respect du droit international. Et je crois que nous devons tous ici, et je crois que Genève est une bonne place pour le rappeler, faire confiance aux organisations internationales, faire confiance au droit international, renforcer les droits de l'homme et tout ce qui va avec, les valeurs. Et donc nous ne pouvons accepter que les frontières soient changées par la force. Mais la réelle politique nous demande aussi à essayer au moins d'influencer ce qui se passe pour l'instant. Les Européens ne voulaient pas négocier à ce moment-ci. L'administration américaine a commencé ces négociations. Les premières ont eu lieu. Les Américains et les Russes vont encore se voir à Istanbul demain. Les Européens se concertent. J'ai encore assisté ce matin à une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement européens par vidéoconférence depuis Genève. On peut faire ça même en dehors de l'Union européenne. Donc nous nous concertons et nous sommes unis sur certains principes. Et le principal principe, c'est qu'il faut absolument que l'Ukraine soit à la table des négociations. On ne peut pas discuter de l'avenir d'un pays, un pays souverain, un pays européen, sans être à la table des négociations. Et donc nous insistons dans tous les canaux que nous avons avec les Américains que les Ukrainiens doivent être à la table. Donc rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine, mais il y a un deuxième principe. Comme l'Ukraine est en Europe, et comme on discute de principes fondamentaux et de la sécurité européenne pour les années à venir, nous ajoutons rien sur l'Europe sans l'Europe. Nous croyons que la récente visite du président français à Washington, où il a parlé après avoir consulté l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, bien qu'il ait représenté la France à Washington et pas l'Union européenne, mais il a pris avec lui un certain nombre de messages européens, a été de dire « nous avons besoin d'être à la table et nous avons besoin aussi des Américains
pour, au moins, dans un concept de sécurité pour l'Ukraine, avoir les Américains en deuxième ligne pour nous aider si jamais demain un autre conflit réapparaît en Ukraine ou ailleurs. Mais l'autre message qui me semble essentiel, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire simplement d'un cessez-le-feu sur le terrain. Un cessez-le-feu sans une paix durable, sans une paix juste, sans une paix qui assure la sécurité du continent européen pour les décennies à venir, serait une catastrophe pour l'Europe. Un cessez-le-feu sans avoir la garantie que les pays, surtout de l'Europe de l'Est, mais je dirais de toute l'Europe, soient à l'abri d'une nouvelle attaque des Russes à l'avenir, serait un grand danger pour nos États. La Russie, sous le président Poutine, est une menace existentielle pour l'Europe. Et nous l'avons sous-estimé en 2014, nous ne devons pas le sous-estimer en 2024. Et j'ai vu le président Poutine quand il a fait une visite en 2007 à Luxembourg. Et à ce moment-là, donc longtemps avant les événements en Ukraine, il nous disait le soir au dîner, parlant un excellent allemand par ailleurs, après avoir été espion en RDA, il nous disait la chute de l'Union soviétique était une grande faute et la Russie est maltraitée. La Russie est un pays avec une grandeur qui doit être rétablie. Nous n'avions pas donné pas trop d'importance à ces propos à ce moment-là, mais je crois que cette vision, chez lui et chez ceux qui l'entourent, d'étendre la dimension géographique et le pouvoir de la Russie vers quelque chose de plus grand que fut l'Union soviétique à l'époque, reste dans sa tête, et cela explique aussi la peur très compréhensible des pays baltes et des autres voisins de la Russie. Et comme nous sommes leurs voisins, comme nous sommes leurs alliés, comme nous sommes leurs amis au sein de l'Union européenne, ce qui va se décider dans les semaines prochaines, dans les mois à venir, est crucial pour l'avenir de l'Europe. L'autre conséquence, évidemment, de tout cela, c'est que nous devons nous demander comment voulons-nous nous assurer de la sécurité à l'avenir en Europe. Et cela remet à l'ordre du jour la discussion sur la défense européenne. La défense européenne que nous avons vue à l'intérieur de l'OTAN, et je la vois toujours à l'intérieur de l'OTAN, doit évidemment aussi être renforcée. Parce que ce n'est pas uniquement le président Biden, mais presque tous ses prédécesseurs qui ont toujours dit qu'il faut que l'Europe soit plus forte en termes de défense. Et déjà, les prédécesseurs du président Trump ont regardé plus vers l'Indo-Pacifique que vers l'Europe. Et je suis reconnaissant au président Biden qu'à la suite de l'agression russe de l'Ukraine, il ait pris la décision d'aider les Ukrainiens et d'aider l'Europe. Biden était un vrai transatlantiste, peut-être le dernier. Il a pris la décision courageuse d'investir dans cette guerre, d'aider l'Ukraine, et sans l'Europe et les États-Unis, l'Ukraine n'existerait peut-être plus maintenant. Ce n'est pas les chiffres qu'a avancé le président Trump l'autre jour. La contribution américaine est moins importante que celle qu'a avancée le président Trump, mais elle est importante. Mais les Européens ont donné près de 60% de l'aide globale qui a été donnée à l'Ukraine. Mais ensemble, nous avons réussi à stabiliser pour l'instant l'Ukraine et maintenir l'Ukraine en existence. Mais nous avons une responsabilité en termes de défense. C'est un vieux débat. Rappelez-vous qu'en 1952-54 déjà, on voulait créer la Communauté européenne de défense, qui était une conséquence directe de la création de l'Union européenne, de la Communauté européenne. On avait dit qu'il faut aussi une dimension de sécurité. L'idée était à l'époque d'avoir une structure supranationale, mais en dessous du commandement de l'OTAN. Et cette Communauté européenne de défense était une excellente idée, mais elle a échoué en France. Alors que ce sont aujourd'hui les Français qui nous disent qu'il faut faire plus en termes de défense
Il faut parfois relire les livres d'histoire, mais enfin, ça ne nous aide pas beaucoup, mais l'idée même d'une communauté européenne de défense n'est pas nouvelle, et je crois qu'aujourd'hui, nous devons investir davantage dans notre défense. Comment le faire sera un grand défi. Je crois d'abord que nos armées doivent être plus interopérables, parce que nous avons aujourd'hui une vingtaine d'armées l'une à côté de l'autre. Nous travaillons souvent ensemble. Dans le cas de mon pays, c'est souvent avec la Belgique. Mais nous devons travailler ensemble et nous devons investir de façon plus coordonnée, acheter souvent plus européen, produire en Europe, ne pas être trop dépendant des autres, même si pour certains types d'armements, nous devons aussi continuer à investir ou d'acheter aux États-Unis. Mais je dirais aussi que l'idée d'une armée européenne doit être notre objectif final. Ce ne sera pas le cas ni aujourd'hui, ni dans 5 ans, je ne sais pas, certainement pas non plus dans une dizaine d'années, mais ça doit être notre objectif final. En attendant, je crois qu'il faut faire plus ensemble et qu'il faut avoir une coalition of the willing pour avancer. Je crois même que dans l'architecture de sécurité, aussi pour l'Ukraine, nous avancerons sans nul doute vers une coalition of the willing, parce qu'il sera sans nul doute très difficile de le faire à 27, peut-être avec certains membres aussi qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui sont nos voisins, comme le Royaume-Uni, qui, je l'espère et j'en suis convaincu, jouera un rôle important dans la construction future de l'architecture de sécurité de l'Ukraine et de l'Europe. Il faut aussi, évidemment, une politique européenne, une politique étrangère commune en Europe. C'est difficile à 27, je l'avoue, je le vois chaque jour quand nous avons ces réunions. Prenez le conflit au Moyen-Orient, nous avions souvent des difficultés à nous accorder sur une position commune. L'histoire et la géographie jouent un rôle important, je le vois et je le comprends. L'Europe, c'est l'unité dans la diversité, et donc je crois que nous devons néanmoins avancer dans une politique étrangère commune, sachant aussi que nous avons à l'extérieur des groupes, de nouveaux groupes qui se forment, comme par exemple les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc il faut que, face à ces nouveaux blocs qui se créent, qui sont des blocs extrêmement importants en termes de puissance militaire, mais surtout de population, ils représentent beaucoup plus que l'Europe. Je crois que c'est une vraie nécessité d'avoir une politique étrangère commune pour être crédible. Et si on ne réussit pas à la faire à 27, il faut la faire aussi là, avec un grand nombre d'États pour avoir une voix commune dans les enceintes internationales, y compris à l'ONU. Nous savons tous que le Conseil de sécurité a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il reflète une géographie qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Et je crois qu'un jour, l'Union européenne devrait avoir un siège au Conseil de sécurité. À nouveau, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais comme nous sommes à l'université, il faut parfois mettre dans le débat des nouvelles idées, parce que ce n'est pas un seul pays qui peut représenter l'Europe, c'est une communauté qui doit représenter l'Europe. Pour financer tout cela, nous avons évidemment besoin d'une économie qui fonctionne. Et si nous devons devenir moins dépendants des États-Unis, nous devons aussi devenir moins dépendants d'autres régions en termes économiques et en termes d'énergie. Nous l'avons vu à la suite de la guerre en Ukraine. Nous avons dû nous battre pour avoir notre propre énergie ou pour l'acheter ailleurs. Je crois que c'était une leçon extrêmement dure. Aujourd'hui donc, l'Europe doit devenir plus compétitive, investir plus dans l'innovation, dans la recherche-développement, investir plus dans les énergies renouvelables. Il faut que nous faisons tout pour utiliser davantage cet énorme marché unique que nous avons, mais qui a encore énormément d'obstacles, et surtout les petites et moyennes entreprises le savent. Donc l'approfondissement du marché unique est un élément clé pour avoir plus de prospérité en Europe, pour avoir donc plus d'emplois, et à travers ces emplois, à travers cette profitabilité des entreprises, financer les dépenses sociales qui sont importantes, les dépenses aussi militaires, mais aussi l'importante transition digitale
écologique. Tout cela se tient. L'économie n'est pas une fin en soi. L'économie est un moyen pour financer les autres activités. Et donc je plaide avec certains de mes collègues au Conseil européen pour avoir une économie plus compétitive en Europe. Et donc je ne dirais pas Europe First, parce que je n'aime pas qu'on s'isole des autres, mais une Europe qui soit au même niveau que les autres grands blocs économiques et qui soit un concurrent amical des autres, qui fasse aussi des affaires avec les autres. Et donc aussi nous devons combattre le protectionnisme, nous devons nous engager pour le commerce selon des règles internationales. Il faut combattre les tarifs douaniers que certains veulent nous imposer. Il faut réagir à cela avec véhémence. Et nous devons tout faire pour avoir des accords commerciaux, des free trade agreements avec d'autres parties du monde. L'accord qui vient d'être signé avec le Mercosur par l'Union européenne est un bon accord. Il faut évidemment tenir compte des soucis des agriculteurs. On devra trouver alors des solutions en interne pour compenser certaines choses. Mais si l'Europe ne peut plus exporter, nous ferons les frais de cela, parce que l'export est pour beaucoup de pays en Europe une source de revenus, une source de création d'emplois. Et c'est pour cela que ces accords de commerce extérieur sont extrêmement importants. Je crois aussi que nous devons essayer d'avoir les investissements non seulement publics dans l'économie et dans la recherche et dans les nouvelles énergies, mais nous devons aussi faire en sorte qu'à l'instar des États-Unis, il y ait plus d'investissements privés dans l'économie. C'est tous les débats autour de la Capital Markets Union, qu'on appelle maintenant la Savings and Investment Union, qui est un terme plus facile à comprendre, utiliser l'énorme épargne qui existe en Europe et inciter les gens à investir dans des secteurs porteurs de l'économie. Nous n'avons pas cette culture du risque comme l'ont les Américains, et on ne l'aura pas de sitôt, mais avoir quand même des instruments qui encouragent les gens à investir au-delà des frontières en Europe est quelque chose qui aiderait beaucoup. Et donc nous devons travailler, et le Luxembourg soutient cela, pour harmoniser un certain nombre de règles en matière de droit commercial, en matière de droit des faillites, en matière de titrisation, avoir des produits d'épargne européens et pan-européens pour que cette Savings and Investment Union voit le jour, qui est important pour la compétitivité en Europe. Dernier point sur la compétitivité, il faut moins de réglementation en Europe. Moi, je l'ai vécu moi-même, comme j'ai été maintenant pendant 10 ans dans le secteur privé avant de revenir dans le secteur public, au gouvernement. Le nombre de réglementations, j'étais dans le secteur financier, il y a ici des banquiers dans la salle qui le savent, chacune de ces réglementations a un objectif qui est louable et qui est acceptable. Mais c'est l'implémentation, la mise en œuvre de ces réglementations et la juxtaposition d'une centaine de réglementations l'une à côté de l'autre qui étouffe l'innovation, qui étouffe l'activité économique. Et on a aujourd'hui plus de gens qui s'occupent du compliance dans beaucoup de sociétés que de l'innovation et des relations commerciales qui sont nécessaires qu'on vende des produits ou des services. Et donc, la Commission européenne qui vient de commencer a compris le message que nous lui avons envoyé en tant que chef d'État et de gouvernement. Et je salue donc expressément qu'aujourd'hui même, la Commission européenne a mis sur la table ou revu, en mettant sur la table un texte qui revient sur la directive Corporate Sustainable Due Diligence Directive, déjà le titre est terrible, CSDDDD, la CSRD sur le reporting en matière de diligence. Donc tout cela, elle a compris le message. Je sais que ce sera très difficile à faire passer ces textes probablement par le Parlement européen, parce qu'il y a des intérêts de différentes espèces qui vont se rencontrer là au milieu. Mais si nous ne réussissons pas à réduire la réglementation, l'Europe sera encore moins compétitive à l'avenir. Et face à la Chine, face aux États-Unis, l'Europe doit pouvoir se battre avec les mêmes armes. Je n'ose presque plus utiliser ce terme parce qu'on parlait de paix, mais je crois qu'en termes économiques,
Nous avons des concurrents, nous avons des partenaires. Je voudrais que l'Europe continue à créer des emplois, à avoir des industries, à soutenir le développement technologique, à jouer un rôle dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et tout cela, on ne peut pas le faire si on a une réglementation qui étouffe. Donc c'est un défi énorme auquel nous sommes. Et j'ajoute que ce n'est pas seulement en termes de contenu, mais aussi en termes de timing. Il faut que cela se fasse rapidement, surtout face à un président américain qui, on l'a vu, en un mois, réussit à bouleverser beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas en accord, mais face à cette réalité, il faut que l'Europe agisse et nous sommes prêts à le faire. Il y a d'autres défis en Europe et je veux les mentionner très brièvement pour avoir un échange avec la salle, évidemment aussi. C'est la question de la migration. Elle est parfois exagérée dans les débats publics ou politiques, mais c'est un fait que l'Europe attire vers lui des gens de tous les continents parce que le modèle européen, pour beaucoup, fait encore rêver, heureusement, parce qu'elle est aussi un symbole de prospérité. Maintenant, je crois que sur cette question, il faut agir avec cœur et raison. Il faut une immigration légale. L'Europe a besoin d'immigration. Il faut une immigration pour pouvoir faire tourner notre économie. L'immigration aussi aide à la diversité intellectuelle et culturelle. Mais en même temps, il faut, pour que cela reste acceptable, lutter aussi contre l'immigration illégale. Et cette lutte contre l'immigration illégale, elle ne se fait pas aux frontières intérieures de l'Europe, elle se fait aux frontières extérieures de l'Europe. Et venant d'un pays qui est le lieu d'origine des accords de Schengen, auquel la Suisse a adhéré aussi il y a une vingtaine d'années, il est essentiel de garder ce principe fondamental de l'Europe qui est la libre circulation des personnes, à côté des biens et des capitaux. Et si nous fermons nos frontières intérieures, nous fermerons beaucoup de choses en termes humains, en termes économiques, et c'est très mauvais pour l'avenir de l'Europe. Donc essayons de renforcer dans un effort de solidarité, dans un effort de coopération policière et douanière, les frontières extérieures, mais engageons-nous pour maintenir les frontières ouvertes, les frontières intérieures de l'Europe, les frontières de Schengen, renforçons la coopération policière là où c'est possible, et elle existe déjà, ça fait partie des accords de Schengen, mais veillons à combattre l'immigration illégale, tout en maintenant, évidemment, pour ceux qui ont besoin d'une protection face à des régimes politiques qui sont de vraies dictatures, qui violent les droits humains. Il faut évidemment que le droit à l'asile, et je le dis ici à Genève, lieu de la Convention de Genève pour les réfugiés, le droit à l'asile doit évidemment continuer à être respecté par nos États européens. Donc, il faut différents piliers, il ne faut pas mettre tout ensemble, mais l'Europe doit s'engager pour le droit à l'asile, pour l'immigration légale, combattre l'immigration illégale et s'engager pour avoir plus de retours de ceux qui ont été déboutés au cours d'une procédure d'asile dans nos pays. C'est ça, le respect de la Convention de Genève, c'est ça, une politique migratoire qui sera acceptable pour les citoyens. Si on mélange tout et si on laisse venir tout le monde, je crois que nous aurons des réactions politiques qui sont ingérables à l'avenir et qui sont mauvaises pour nos démocraties. Et certains partis d'extrême droite, dans certains pays, on l'a vu récemment dans certains pays européens, évidemment, utilisent ce sujet pour accéder au pouvoir avec d'autres objectifs à la fin. Je voudrais aussi dire un mot sur les frontières de l'Europe. C'est un autre grand défi en ces temps agités. L'Union européenne est un continent compliqué. Je crois néanmoins que nous devons, et je parle là pour l'Union européenne, être ouverts à un futur élargissement de l'Union européenne, pour des raisons géostratégiques. Si nous ne nous occupons pas des Balkans, la Chine, la Russie et d'autres vont s'occuper de cette région. Et nous devons donc voir cette dimension à côté de tous les problèmes que je comprends, qui sont des problèmes
économiques, des problèmes de gouvernance qu'il ne faut pas sous-estimer. Nous devons, à la suite de ce qui s'est passé en Ukraine, en Géorgie et dans d'autres pays, l'élargissement doit être un sujet dont nous nous occupons rapidement. Nous ne pouvons pas expliquer à ces pays qui sont des candidats depuis 20 ans et que tout cela, encore dans les prochaines 20 ans, on leur dit peut-être un jour vous allez être membre de l'Union européenne, les gens n'accepteront plus. C'est la raison pour laquelle nous devons nous poser des questions aussi sur la gouvernance de l'Europe. La gouvernance de l'Europe à 30, à 35, ne peut pas être la même qu'à 9, à 6, 9, 12, 15, comme on l'a vu par le passé. Et donc, nous devons réfléchir sur différents ensembles. Et l'idée que certains ont lancée il y a des années sur les cercles concentriques doit revenir à l'ordre du jour. Un kern Europa, les termes, peu importe, mais que certains qui veulent avancer plus rapidement, qui savent le faire ou qui remplissent les conditions, qu'ils peuvent le faire, et les autres peuvent le faire par après. Nous l'avons fait d'ailleurs avec l'euro. Nous l'avons fait avec Schengen, dans une construction un peu plus compliquée parce qu'elle inclut des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Je crois qu'avec la défense, peut-être maintenant, nous allons retrouver une partie de l'Europe qu'on avait perdue, et je le regrette, le Royaume-Uni. C'est Keir Starmer qui va réunir un certain nombre de pays européens dimanche à Londres pour parler de la défense. Donc je crois qu'il y a des ensembles où on peut travailler ensemble. Et c'est dans ces cercles concentriques que j'espère pouvoir voir aussi la Suisse, pour une bonne raison. La Suisse, géographiquement, est en Europe, ça vous ne changerez jamais. La Suisse, surtout, partage les mêmes valeurs. Et Madame la Présidente du Conseil d'État l'a dit tout à l'heure, ces valeurs qui sont tellement importantes. Ici, c'est une des capitales des droits de l'homme. J'ai parlé ce matin devant le Conseil de l'ONU des droits de l'homme. Et quand ces droits de l'homme sont challenged, quand il y a des défis, quand ils sont mis en question, je crois qu'il faut s'unir. Et s'unir avec ceux qui partagent les mêmes valeurs. Et nous avons invité à une récente réunion le Premier ministre britannique. Nous avons invité la Première ministre d'Islande. Nous avons invité le Premier ministre de Norvège, des pays qui sont nos amis. Nous avons de moins en moins d'amis. Et donc, unissons tous ceux qui partagent encore ces valeurs fondamentales de l'Europe, valeurs humanistes, valeurs chrétiennes, valeurs qui nous unissent autour d'un projet commun qui est la dignité humaine, qui est la paix, la sécurité, la prospérité. Et tout cela, on peut le faire, mais il faut le faire différemment. Il ne peut pas le faire tous ensemble à 30, à 35. Il faut respecter la diversité en Europe. Et pour ceux qui sont dans l'Union européenne, sans nul doute, c'est un certain nombre de sujets. Il faut avancer à majorité qualifiée, peut-être à majorité super qualifiée, mais il ne faut pas qu'un seul pays puisse bloquer tous les autres. Nous l'avons vu avec la Hongrie, nous l'avons vu avec d'autres. Ça ne peut pas fonctionner et ça ne rend pas la crédibilité à l'Europe. Maintenant, vous me dites, et je me dis moi-même, comment est-ce qu'on peut, en ces temps agités, rester optimiste? Est-ce qu'il faut encore être optimiste? Oui, je le suis. Sinon, je ne serais pas au bon endroit en essayant de contribuer à l'avenir de l'Europe. Mais je vous dis aussi, et surtout aux plus jeunes ici, que nous avons déjà vécu en Europe plusieurs crises. Et à chaque fois, l'Europe a survécu et l'Europe était en fait plus soudée par après. Nous l'avons vu après la guerre en Yougoslavie, où nous avons agi ensemble, et nous l'avons vu après les attentats de 2001, les attentats certes aux États-Unis, mais après des attentats d'extrême violence en Europe, à Paris, à Madrid, à Londres, où l'extrémisme fondamentaliste a frappé nos valeurs, notre système. Vous rappelez tout cela, l'Europe a combattu le terrorisme, a combattu le fondamentalisme, et nos valeurs ont été préservées. Ils n'ont pas réussi à casser l'Europe. Nous l'avons vu dans la crise financière, et j'étais ministre des Finances à l'époque, tout le monde disait « c'est la fin, toute l'épargne est perdue, le système financier va s'écrouler ». Et c'était une période très dure, mais nous avons réussi à sauver
l'Europe, le système financier, pour certains l'euro, pour les pays qui l'ont. Et donc je me dis, ce n'est jamais la fin du monde. L'histoire a été faite par les hommes, l'avenir sera aussi construit par des hommes de bonne volonté, et c'est ça notre volonté de le faire, et c'est pour ça, je dirais comme Churchill a dit en Suisse, à Zurich à l'époque, vive l'Europe, es lebe Europa, et je crois qu'on peut le dire ici à Genève aussi, et je veux le faire avec vous, les Suisses. Merci. Monsieur le Premier ministre, merci infiniment de ce discours et vous avez brassé de manière excellente l'ensemble des questions fondamentales en ces temps agités. Et je vous propose de procéder de la manière suivante. Je vais reprendre peut-être l'un ou l'autre des thèmes sans trop m'attarder pour pouvoir ouvrir ensuite la discussion avec la salle et permettre aux participants de s'adresser directement à vous. Peut-être comme première question, j'aimerais aborder le conflit sur notre continent. Vous l'avez dit, Washington a rompu l'isolement de Moscou, qui était contraire à l'approche développée par l'Union européenne. Le président Trump a modifié en quelques jours toutes les perspectives géopolitique et clairement aujourd'hui la sécurité de l'Europe est à un tournant. Vous avez aussi mentionné tout à l'heure qu'une condition c'est que l'Ukraine soit à la table des négociations et vous avez aussi mentionné que rien sur l'Europe sans l'Europe. Comment voyez-vous de manière plus concrète le rôle de l'Union européenne? Comment est-ce que l'Union européenne sera à la table? Si on a bien sûr le président ukrainien, mais comment l'Europe, l'Union européenne sera à cette table? L'Ukraine est en Europe et donc la sécurité, l'architecture de sécurité de l'Europe doit être décidée par les Européens. Nous serons à la table par le fait que la sécurité de l'Ukraine ne sera plus assurée exclusivement ni par l'Ukraine, ni par les États-Unis. Notre objectif, donc, doit être d'expliquer aux Américains que c'est notre continent et nous devons donc prendre notre propre responsabilité. Et notre propre responsabilité, c'est ce qui a été dit par le président Macron au président Trump, c'est que nous sommes prêts, dans un contexte à définir, à investir plus dans la défense, le cas échéant, dans le cas d'un mandat international à définir, à être présent sur le terrain de l'Ukraine. Ça dépendra des différents pays et ce sera sans doute pas quelque chose qui sera facile à faire à 27, mais peut-être que d'autres se rejoindront à cela. Et je crois que les États-Unis doivent reconnaître qu'ils n'ont pas un intérêt à ce que la Russie s'établisse de façon importante sur le continent européen. Donc, même si l'Ukraine est loin des États-Unis et que peut-être qu'il faut montrer à certains des dirigeants américains la carte de l'Europe, les États-Unis ont aussi un intérêt à ce que l'Europe continue à être un ami des États-Unis. Ils ont des intérêts économiques, c'est peut-être un langage qu'ils comprennent mieux. La Pologne est un allié important des États-Unis, avec des bases militaires importantes, mais ce sera un débat difficile. Et donc la première question sera une question à trancher probablement par nous la semaine prochaine, sera aussi qui va parler au nom de l'Europe. À la table de négociation. À la table de négociation. L'idéal serait évidemment que ce soit le président du Conseil européen, parce que par nature, il représente les États membres de l'Union européenne. Est-ce que tous les États sont sur la même longueur d'onde? Je crois que ce n'est un secret pour personne que 2 pays de l'Union européenne ont des affinités pour la Russie. Et donc, nous devons voir, à mon avis, le président du Conseil européen peut aussi représenter une majorité des États membres si c'est nécessaire. Par ailleurs, nous discutons de la question si éventuellement on va nommer un envoyé spécial.
Ça dépend du niveau dans lequel on traite, parce que les Américains ont aussi un envoyé spécial, mais donc il faut simplement s'imposer à sa table. Et c'est pour ça que je souhaite que beaucoup de dirigeants européens continuent à avoir des liens avec les États-Unis. Je continue à croire que la relation transatlantique est plus importante que ce que nous pensons à ce moment-ci, un mois après l'élection d'un nouveau président. Il faut voir cette relation dans la durée, à la fois historique, dans la dimension de l'OTAN et sur le moyen et sur le long terme. Les Américains, peut-être, ne réalisent pas encore tous cette dimension, mais il y a aussi, à côté du président, un congrès. Donc je crois qu'il faut, à tous les niveaux, essayer de faire passer ce message aux États-Unis. Mais ce sera un débat difficile, et nous sommes tous nous n'avions pas prévu cette négociation pour maintenant. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas à cette table, parce que cette table n'existe pas. Ce sont des discussions sans l'Ukraine et sans l'Europe pour l'instant, et ça, c'est évidemment inacceptable. C'est pour ça que je trouve bien que le président Zelensky fasse dans les prochains jours un certain nombre de déplacements. Si je comprends bien, il envisage peut-être aussi de nous voir, nous les chefs d'État et de gouvernement européens, la semaine prochaine, à Bruxelles. Donc les discussions sont en cours et nous serons à cette table, mais la table n'existe pas encore. Mais il est inacceptable qu'on discute l'Ukraine sans l'Ukraine et qu'on discute l'Europe sans l'Europe. Et je crois que ce sera aussi un échec total ou une victoire énorme pour la Russie si ça se ferait. Bien, on va peut-être prendre une autre thématique, celle de l'influence de l'Union européenne dans les affaires globales, politique étrangère de manière générale. Et cette Union européenne est souvent perçue comme secondaire par rapport aux États-Unis ou à la Chine. Quelles sont vos propositions pour que cela change ou que cette perception change de l'Union européenne? Le fait que nous soyons 27 est évidemment une énorme différence avec des blocs ou des pays comme la Chine ou les États-Unis qui sont un pays. Et donc le fait d'avoir une structure de décision qui est différente d'un ensemble, d'une organisation comme l'Union européenne, qui est une organisation sui generis, qui nécessite évidemment beaucoup de discussions avant d'avoir une vue commune. Et c'est pour cela que j'ai dit, une fois qu'on a discuté, il faut que l'Europe parle d'une voix. Et donc le président du Conseil européen, dans certains domaines, la présidente de la Commission européenne dans d'autres domaines, par exemple en matière de politique commerciale, je crois qu'elles ont leur mot à dire. Et donc je crois que ce n'est pas aussi mauvais que peut-être le laisse penser votre question ou que le présentent parfois les médias, mais simplement le processus de décision est très compliqué. Et je le vois autour de cette table, parce qu'il y a 27 personnes qui tous ont un peu raison. Et donc l'idée est comment mettre tout cela ensemble. Mais je crois qu'en temps de crise, l'Europe a montré qu'elle peut être unie. Même avec des pays plus difficiles sur certains sujets, in fine, nous avons été unis. Je reprends la crise financière, les attentats terroristes, le Covid, et l'Ukraine aussi. Nous avons réussi ensemble à soutenir massivement l'Ukraine. Et même les pays qui étaient ou qui sont aujourd'hui un peu plus proches de la pensée de Poutine n'ont pas empêché l'Europe d'agir pour soutenir l'Ukraine. Il faut quand même le souligner. On a trouvé toutes sortes de trucs. Parfois, quelqu'un a quitté la salle au moment du vote. Mais nous étions unis et nous le serons. Mais c'est une structure plus compliquée. C'est aussi le charme de la démocratie. La démocratie est difficile, mais elle a aussi une force qu'il ne faut pas négliger. Et c'est évident que le président Xi prend les décisions différemment. Et Trump, sans nul doute aussi. Mais ce n'est pas le modèle que nous souhaitons en Europe. Donc nous serons peut-être un peu plus lents, mais après, il faut nous manifester sur la scène internationale, que ce soit dans les organisations de Bretton Woods, à l'ONU et ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, un siège au Conseil de sécurité, c'est juste pour dire il faut parler vers l'extérieur avec une seule voix et non pas avec une dizaine de voix différentes. Mais je suis optimiste. On a déjà fait beaucoup de progrès
et on y arrivera. Mais ça prend du temps. Certainement, oui. Le Conseil de sécurité et les sièges permanents, c'est une discussion à part entière. Peut-être sur l'élargissement, brièvement. L'élargissement, vous avez mentionné les États, les Balkans, mais il y a des candidatures, l'Ukraine, la Moldavie. Et là, quelle est votre perception en termes de temps? Parce que je comprends bien que pour les Balkans, ils sont en première ligne, mais qu'en est-il de l'Ukraine et de la Moldavie? Ou de la Géorgie, mais là, c'est encore différent. D'abord, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut voir l'élargissement dans un contexte géopolitique qui a fondamentalement changé. Donc il y a une dimension, au-delà des critères où il faut tick the box, les critères de Copenhague et autres, il y a aussi une dimension, si nous ne nous occupons pas de ces pays, les autres s'en occuperont. Et donc je crois que ces pays, à moyen terme, pas tous ensemble, mais peut-être à échéance décalée, doivent rejoindre l'Union européenne. Il faut évidemment que les conditions soient remplies, mais il ne faut pas ajouter tout le temps de nouvelles conditions. Et j'ai parfois l'impression que les conditions sont trop strictes ou que ça dure trop longtemps. Quand on a fait l'élargissement en 2004, à la fin, c'était une décision politique. On a pris tous les 10, alors que je ne suis pas sûr que tous les 10 ont rempli l'ensemble des conditions. J'étais ministre de la Justice à l'époque, et les ministres de la Justice avaient certaines réflexions sur un certain nombre de pays, mais je crois que politiquement, c'était la bonne décision de les prendre, aussi pour des raisons géopolitiques. C'était la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu la même chose. Je crois que certains pays ont fait de grands progrès. Je ne vais pas vous donner de date parce que ça c'est toujours... I don't want to raise wrong expectations. Mais on ne peut pas dire à un pays, ça dure une vingtaine d'années. Je crois que certains pays, le Monténégro, la Macédoine du Nord, ils ont fait des progrès considérables. Il faut voir si les principales conditions sont remplies. Il va pouvoir rejoindre l'Union européenne. Ou alors, et c'est peut-être la réponse qu'il faut essayer de faire dans ce processus, les cercles concentriques peuvent aider à ce qu'ils puissent déjà participer à un certain nombre de programmes européens, à ce qu'ils se sentent plus intégrés dans l'Union européenne. Et je crois aussi que ça peut créer de nouvelles opportunités économiques. Et ces opportunités économiques conduisent à cette paix, cette sécurité, cette prospérité, ce bloc de sujets qui, à mon avis, comme j'ai dit plusieurs fois ce soir, sont très liés. Mais les laisser à l'extérieur encore pendant une dizaine d'années, une vingtaine d'années, je crois que c'est une faute politique. Peut-être encore une dernière question, et je vais ouvrir après la discussion à la salle. Vous avez aussi évoqué tout à l'heure les faiblesses du gouvernement en France et en Allemagne. Et selon vous... Non, je n'ai pas je n'oserais pas. Je fais un raccourci, mais c'est la même chose. J'ai fait un raccourci, mais c'est à peu près la même chose. Comment voyez-vous, quels seraient des États ou les personnalités qui peuvent prendre le leadership en Europe? Première question. Et puis une sous-question. Quel est le rôle que peuvent jouer les petits États? Bien sûr, je pense au Luxembourg, mais on peut penser à d'autres. Mais évidemment, on veut entendre surtout sur le Luxembourg. On pensait à l'Irlande, à Malte, Chypre, mais ce n'est pas la même chose. Alors, qui va avoir le leadership en Europe? Je crois qu'il y a bon nombre de chefs d'État et de gouvernement au sein de la table du Conseil de l'Union européenne qui ont de grandes qualités. Jokes aside, ce n'est pas seulement une formule de politesse. Quand je les entends, quand je les vois, je crois qu'il y en a plusieurs, beaucoup d'ailleurs, qui ont des vues qui s'expriment très bien, qui ont des visions comment ensemble avancer. Et donc je ne vous dirai pas de nom parce que je peux pas. C'est pas à moi de juger mes collègues. Je suis pas professeur qui donne des notes à mes collègues. Mais honnêtement, je crois que évidemment l'histoire
Et à nouveau, la géographie joue un grand rôle. Certains se manifestent surtout sur des sujets qui sont plus proches de leur territoire. On l'a vu dans la crise ukrainienne. C'est évident que les pays baltes, on en avait peut-être entendu moins par le passé. Je prends quelqu'un comme Mme Kaja Kallas. La plupart des gens ne la connaissaient même pas avant. Mais ce sujet l'a mis à l'avant-plan de la scène européenne, à justice, parce qu'elle représente un pays dont la population a très peur de ce qui peut se passer. Elle est devenue la ministre européenne des Affaires étrangères, la haute représentante. Et cela me fait dire qu'il n'y a pas de petits États en Europe et de grands États. J'ai appris ça du Premier ministre quand je suis entré au gouvernement. Jean-Claude Juncker disait toujours, il y a des États, ils sont tous égaux en droit. Il y a des États qui ont une armée qui est plus importante que l'autre, et parfois ils se réunissent parce qu'ils ont des armées importantes, mais vraiment au niveau européen, et je peux vous le confirmer, et je dis aux Suisses que j'aurais toujours aimé voir plus proche de l'Union européenne, mais encore, donc c'est à vous de décider dans quelle façon cela se fera, mais être à la table de l'Union européenne vous donne une voix. Et quand nous discutons au sein du Conseil européen, on ne vous demande pas la superficie de votre territoire. On écoute tout le monde. J'ai parlé de Mme Kallas. Je prends une autre leader européenne, la première ministre danoise. Elle représente un pays, 5 millions, je crois, d'habitants, mais elle est très écoutée. Donc ce n'est pas la taille du pays. On n'écoute pas plus un Premier ministre d'un pays plus grand que plus petit. Il faut savoir qu'il y a des différences évidentes sur certains sujets, mais je crois que pour faire avancer l'Europe, chaque voix compte et c'est la manière dont on s'exprime, la manière dont on va chercher les compromis, la vision qu'on exprime qui aide un pays à avancer. Et je me permets de vous rappeler que le Grand Duché de Luxembourg a déjà eu 3 présidents de la Commission européenne. Donc ce n'est pas la taille qui décide qui dirige ou peut diriger l'Europe. Merci beaucoup. Et avec ces mots, j'aimerais ouvrir le dialogue à la salle qui souhaiterait s'exprimer. Et je vous demanderai de vous présenter brièvement. On prend plusieurs questions ensemble, comme ça on peut collectivement les faire. Voilà, si vous pouvez garder vos mains. J'ai monsieur ici au 4e rang, Vincent. Est-ce que tu... Merci Christine. Vincent Subilia, j'ai le plaisir de diriger la Chambre de commerce de Genève. Merci au Premier ministre de l'excellent propos qui a été tenu, clair et convaincant. Vous avez évoqué l'ancrage géographique de la Suisse au cœur de l'Europe. Vous avez parlé de communauté de valeurs. Je me reconnais pleinement dans le propos qui est le vôtre. Vous savez que les Suisses, je ne vais pas vous amener à vous immiscer dans la politique domestique helvétique, mais vous avez un certain nombre de doutes de la population ici quant au projet européen. Alors je ne vous rassure, pas des doutes de l'économie qui très majoritairement perçoit et dit la nécessité pour la Suisse de signer ce qu'on appelle les bilatérales 3, parce que le destin économique de la Suisse est en Europe. Mais qu'est-ce que vous diriez aux Suisses, et notamment aux étudiants qui sont ici, qui sont réticents? Comment est-ce que vous pourriez leur faire envie de rejoindre cette communauté de valeurs qui est essentielle et dont on a souvent oublié les origines sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale et qui est essentielle pour la Suisse aussi? Je vous remercie. Je peux voir une autre main se lever juste devant, monsieur? Oui. Avec l'écharpe blanche, oui. Alors bonsoir, j'espère que les règles de Chatham House s'appliquent ici parce que je ne voudrais pas perdre mon travail. Je suis le représentant permanent d'Italie auprès des Nations Unies, donc le collègue de votre ambassadeur luxembourgeois. Votre présentation a été magnifique, elle soulève plusieurs problèmes, mais j'en voudrais mettre en lumière un. Parce que, bon, tous les matins, aujourd'hui, nous, diplomates, on se réveille, on lit toutes les nouvelles initiatives que la nouvelle administration américaine a prises, et donc comment essayer de survivre dans ce monde. Mais je ne voudrais pas qu'on tombe, nous, les Européens, collectivement, dans le fait que la présidence de M. Trump nous fait oublier nos propres faiblesses et défauts qui ne sont pas négligeables.
Alors, je voudrais reprendre le problème de la défense européenne, de l'identité, de la dimension européenne de sécurité et défense. Alors, sur un côté des bulletins, chaque matin, on lit les initiatives de M. Trump. De l'autre côté, il y a aussi une noble compétition entre dirigeants européens, notamment le nouveau secrétaire général de l'OTAN, qui nous dit qu'il faut dépenser de 2%, 3%, 4%, 5%, 6% du PNB pour la défense. Mais alors, comment on va utiliser ce 6%? Parce qu'il n'est pas difficile. Il suffit que demain, tous les pays européens se mettent d'accord pour redoubler le salaire de toutes les personnes qui travaillent dans les forces militaires, et on serait à 6% du PNB. Mais est-ce que cela ferait de nous une puissance militaire crédible? Ou alors, deuxième cas, moins paradoxal, on se borne à acheter les armements américains. Ils en ont plusieurs, et donc on pourrait en acheter davantage. Est-ce que cela est compatible avec l'objectif de l'autonomie stratégique de l'Europe, dont le Conseil européen dont vous êtes membre répète toujours qu'il est une priorité? Alors là, la véritable réponse est de dire qu'il faut que l'Europe investisse dans l'innovation, parce que maintenant les armements, tout est double usage. Donc les armements sont la conséquence d'une innovation technologique importante qui demande une manière de décider rapide et de l'argent. Alors, on a un rapport présenté par M. Draghi. Il contient plusieurs propositions. Est-ce que le Conseil européen est prêt à les suivre, au moins à suivre celles qui sont plus directement liées à l'identité européenne et à la dimension européenne de défense? On a vu les premières réactions n'étaient pas si importantes. Il faut bien qu'après la pandémie, on se décide à ne pas revenir au pacte de stabilité, mais à avoir une dette européenne qui soit mise à la disposition des objectifs d'autonomie stratégique. Pardon d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. Et j'ai un monsieur encore ici. Bonjour, je viens dans l'autre coin de la salle après. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour la conférence. Très rapidement, dans les rapports de force que vous avez évoqués... Qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Nicolas Pivin, un citoyen lambda à Genève. Étudiant. Voilà. Étudiant? Père Non, de 2 enfants. Non, non, je viens vraiment en pire curiosité. On parle d'avenir, on parle de cas hypothétiques dans cette question et dans les valeurs que vous défendiez dans votre conférence. Si l'administration américaine devait, dans ses rapports de force avec le Groenland, le Canada ou le Panama, avoir un impact sur toutes ces normes qu'on vient de défendre, comment pensez-vous que l'Union européenne réagirait-elle de la même manière qu'elle l'a peut-être fait avec la Russie à l'époque? Dans un rapport de force économique très important, une histoire, vous avez parlé de géopolitique et d'histoire, donc si ça devait arriver, Trump réagirait, comment l'Union européenne réagirait par rapport au Panama, le Canada? Ça paraît très hypothétique, hein, mais en termes de précisez vision. la question. Oui, comment l'Union européenne, en tant qu'entité, réagirait-elle À quoi? à une hypothétique violation du droit international, merci Monsieur Samaroga, par rapport au Panama, le Canada ou le Groenland? C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'on en prend encore une? Une quatrième. Professeur Styszynski. Je vous remercie de votre exposé, mais j'ai quelques problèmes avec la vision de la défense. Il ne faut pas s'inspirer de la CED. C'était l'erreur que nous commettons maintenant de vous parler défense et de ne pas parler essentiellement d'un noyau politique qui va mener et contrôler tout ça. Le politique est absent et c'est l'essentiel. Le marché, c'est très bon, mais dans tous les historiens comme Kennedy et d'autres, les empires reposent certes sur l'économie, mais aussi sur les forces dont elles ont à disposition. Oui. Ah bon? J'obéis. Oui. Donc, un noyau fédératif que vous avez étudié dans le Karl Deutsch, probablement, sinon dans mes publications. Un noyau qui est capable
d'être entraîneur, celui qui trace la politique, qui la présente aux autres et qui les entraîne. Mais nous avons essentiellement le problème de la création. Le sectoriel a abordé, par exemple, le problème des armes. Oui, la question, comment les utiliser, pourquoi les utiliser, tout ça est profondément politique. Ce n'est plus l'économie, ce n'est plus ça. Deuxièmement, j'ai assisté à la première adhésion, conseiller du président de la commission. Et je vous dirais que ça a été fait à une vitesse, parce qu'il fallait récupérer ces pays. Et nous avons encore des problèmes avec des pays qui ne respectent pas les minorités russes qu'elles ont héritées de l'histoire. Donc, Orban, tout ça, ce sont des problèmes fondamentaux pour lesquels, si nous avions un noyau, nous pourrions leur parler sérieusement. Mais Orban, en sortant du Parlement, a crié « Vous verrez, je gagnerai ». Il s'adresse à la Russie, etc. Mais d'autre part, nous avons toute une série de nouveaux pays candidats qui ne sont pas prêts à entrer. L'Ukraine, si elle est admise dans l'Union, c'est la corruption, c'est le summum de corruption en Europe. Vous pensez que ça va être dominé? Donc il faut être quand même prévisible, il faut étudier à fond ces problèmes et pas précipitation sous la menace actuelle. Merci, merci beaucoup, Dujan. Voilà, je vous propose de faire un round de réponses. Oui, merci, merci pour toutes ces questions. Donc, j'essaye de donner une réponse à ces questions. La première était sur le message aux Suisses. Je n'oserais pas, j'aime tellement la Suisse. Je peux simplement vous dire, dans une perspective d'un ami de la Suisse, que je suis d'abord satisfait, heureux, qu'il y ait à nouveau eu des contacts institutionnels entre l'Union européenne et la Suisse, qui ont conduit, en décembre dernier, à un accord. Maintenant, il appartient au peuple suisse de voir si ça leur plaît ou non. Ça, c'est la démocratie, elle est bonne. Les autres États, nous, devons aussi approuver ces textes. Nous sommes en train de les analyser. Mais je trouve qu'en général, indépendamment du détail dans ces textes, nous devons travailler ensemble. Et c'est ça mon message. Si vous dites quel est le message, notamment aux plus jeunes, je crois qu'on est mieux ensemble que seuls. Et c'est aussi, les Luxembourgeois ne sont pas toujours d'accord avec tout ce qui se fait. Ils disent « à Bruxelles », alors que nous sommes nous-mêmes, nous faisons partie de Bruxelles, mais les grands défis qui sont aujourd'hui les nôtres, l'économie, la compétitivité, la défense, la migration, la coopération policière et d'autres. Seul un pays a de très grandes difficultés à résoudre tous ces défis. Ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Et donc nous le faisons par exemple aussi au sein du Benelux. J'ai encore parlé cet après-midi au Premier ministre des Pays-Bas. Donc on coordonne parce qu'on sait qu'ensemble, nous sommes plus forts. Et je crois que la Suisse, qui est entourée de pays qui sont dans l'Union européenne, dont une grande partie sont membres aussi de l'OTAN, nous avons des intérêts communs. Et puis je reviens sur ce point qui me semble aujourd'hui plus important que jamais, sont les valeurs communes. La Suisse est une grande démocratie, elle a des règles très démocratiques particulières, ce qui fait en sorte qu'elle ne peut pas facilement participer à tous nos mécanismes de décision, mais nous avons tellement d'intérêts en commun. Je suis ici dans une université. La recherche, elle est européenne. Il faut que les chercheurs, les étudiants passent d'une université à l'autre. Et donc, je crois que nous avons tout intérêt à travailler ensemble. Maintenant, à chacun de définir la façon dont il veut travailler ensemble. Et c'est ça mon message. On est plus fort
ensemble que seuls. Sur la question de l'ambassadeur d'Italie, je crois que d'abord l'Italie semble avoir de très bonnes relations avec la nouvelle administration américaine, puisque la première ministre italienne était la seule à avoir été invitée à l'investiture du président Trump, donc ce qui est très bien parce qu'elle aura le bon numéro de téléphone. Mais sur le fond, je crois que sur la question de la défense, oui, il y a beaucoup de faiblesses. Il y a trop de systèmes militaires en Europe. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'interopérabilité, mais il y a plus de 200 systèmes d'armement. Je ne suis pas un expert en la question, mais ce n'est pas très efficace. Et je l'ai vu, j'étais pendant 2 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, aussi à côté d'autres ministres de la Défense. C'est très difficile pour que les armées coopèrent ensemble parce que leurs systèmes d'armement sont différents. Donc les soldats ne savent pas les utiliser. Donc je crois que acheter ensemble, acheter les mêmes choses est déjà un élément d'efficacité aussi pour ne pas trop dépenser. Si on peut acheter et produire européen, c'est très bien. Ce n'est probablement pas toujours possible. Je ne crois pas à l'autonomie stratégique européenne. Il faut renforcer notre indépendance, mais elle ne sera pas tout à fait autonome. Nous devons toujours avoir des matières premières, des éléments d'autres pays du monde. Ça vaut pour la défense comme pour l'économie en général. L'Europe a très peu de matières premières, donc nous devons travailler avec les autres. Mais je voudrais que dans les domaines stratégiques, la défense est stratégique par nature, il faut plus d'Europe. Et pour cela, je suis aussi d'accord à utiliser de l'argent européen. Je suis contre trop de dettes européennes, mais quand il y a des défis communs, pour une période limitée et pour un objectif limité, je peux m'imaginer qu'on utilise à côté des budgets nationaux aussi de l'argent européen, un peu comme on l'a fait dans le contexte du Covid, parce que c'était quelque chose qui était par nature transfrontalier. Par ailleurs, je rappelle que dans une union monétaire, il faut quand même aussi respecter les règles budgétaires, donc ça ne doit pas être une ouverture pour faire tout et n'importe quoi. Il faut de la discipline budgétaire, mais sur certains grands défis, il faut que l'Europe agisse ensemble et donc aussi puisse aller sur les marchés financiers de façon ensemble. Je soutiens tout à fait ce qui a été dit par rapport au rapport Draghi. Les deux, d'ailleurs, l'Italie a beaucoup de bons anciens premiers ministres parce qu'ils écrivent tous ces rapports. L'État, Draghi, voilà. Mais je peux vous dire que la plupart des chefs d'État et de gouvernement auxquels j'ai parlé, ils approuvent les grandes lignes de ce rapport et nous avons demandé à la Commission européenne d'agir sur base de ces rapports. Et Draghi, c'est sur la compétitivité, l'État sur le marché unique. Donc, nous allons dans cette direction. Sur la question comment réagirait l'Union européenne si les États-Unis violent le droit européen, le droit international, mais de la même façon que nous réagissons par rapport à tout État qui viole le droit international, par des mesures, des contre-mesures fortes. Il est absolument inacceptable qu'on s'approprie des territoires appartenant à quelqu'un d'autre. Nous sommes très solidaires du Danemark quand il y a des visées sur le Groenland. Il n'appartient pas à d'autres de s'accaparer ni par la force, ni par l'argent, ni par des territoires. Il appartient au peuple de décider eux-mêmes à qui ils veulent appartenir. C'est vrai pour l'Ukraine, c'est vrai pour le Groenland, c'est vrai pour le Canada. Et je trouve d'ailleurs inacceptable de traiter le Premier ministre du Canada, qui est élu de gouverneur, c'est le Premier ministre du Canada. Il faut le traiter avec son titre, parce qu'il est élu, il représente un magnifique pays, une grande démocratie. Et donc nous l'avons dit aussi au Premier ministre Trudeau, qui d'ailleurs aussi a assisté à notre réunion à Paris l'autre jour. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je crois qu'il a été invité, pour lui montrer cette solidarité. La solidarité est très importante aussi pour marquer nous sommes unis par les mêmes principes du droit international et ceux qui croient au droit international doivent être unis. Et j'espère que nos amis américains qui ont quand même qui connaissent aussi le droit international vont aussi à l'avenir le respecter, que chaque parole et chaque tweet n'est pas nécessairement une action politique, je l'espère du moins. Sur la CED, je vous remercie pour
cette expérience que vous avez partagée avec nous. Je crois que pourquoi j'ai cité la CED, parce que moi je n'étais pas né à l'époque de la CED, mais je voulais simplement dire que l'idée d'une défense européenne, de join forces, d'être ensemble, n'est pas nouvelle. Elle était déjà là dans les années 50. Elle revient maintenant. On l'avait un peu oubliée parce qu'on vivait en paix. Je peux vous dire aussi, dans mon pays, les dépenses de défense n'étaient pas les premières priorités des gouvernements successifs auxquels j'ai appartenu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos dépenses de défense sont inférieures aux 2% de l'OTAN. Donc, l'histoire nous enseigne des choses, mais c'est la réalité aujourd'hui qui nous force à investir plus dans la défense. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Une vraie défense européenne exige une décision politique européenne qui n'existe pas. Et donc, la décision d'envoyer des soldats quelque part reste et restera pour longtemps une décision nationale, mais ce qui ne doit pas nous empêcher d'acheter ensemble, d'agir ensemble, mais in fine, oui, le noyau politique manque, et sur cette question-là, je ne pense pas que ça viendra de sitôt. Donc, la coordination est essentielle, et peut-être, c'est pour ça aussi que j'ai dit, une coalition of the willing est probablement la façon dont nous pouvons avancer, step by step, vers quelque chose de plus européen en la matière, en l'absence d'une fédération européenne. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Vu le temps qui passe, je me dois malheureusement de clore cette conférence maintenant. Je présente mes excuses pour tous ceux qui ont voulu poser des questions et qui n'ont pas pu. Monsieur le Premier ministre vient de me dire qu'il reviendra, donc c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons prochainement à Genève. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt donc pour une autre conférence.